3 millions de manifestants contre le terrorisme sur la France entière, la plus grande mobilisation dans l'histoire du pays. Setou Banoro, Super Ebony 2015, journaliste à Fraternité Matin, elle rafle aussi le prix spécial Diego Bailly de la meilleure enquête. Et puis 42 cas de choléra déclarés à Divo avec 5 décès. Les autorités sanitaires et préfectorales conjuguent leurs forces pour endiguer la maladie. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Plus de 3 millions de personnes sont descendues aujourd'hui même dans les rues à Paris et dans le reste de la France pour une marche républicaine en hommage aux 17 personnes tuées dans une série d'attentats. Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement ont participé aussi à la manifestation. En tout, 130 pays étaient représentés. Alexis Ouedraogo nous fait le point de l'événement. Mobilisation historique pour rendre hommage aux 17 victimes de la vague d'attentats qui a endeuillé la France cette semaine. Mobilisation surtout pour crier halte au terrorisme. Près de 2,5 millions de participants dans toute la France, dont une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement venus du monde entier sans distinction de race ni de religion. Parmi ces chefs d'État, de nombreux Africains, notamment Ali Bongo du Gabon, Boni Yayi du Bénin, Macky Sall du Sénégal et le Malien Ibrahim Boubacar Keïta. La Côte d'Ivoire, elle était représentée par le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi. Des mots, des pancartes pour faire reculer l'extrémisme religieux. Faites l'humour, pas la guerre. Je suis la liberté de vivre. C'est l'encre qui doit couler, pas le sang. La liberté d'expression n'a pas de religion. Après la marche, ce soir, le président français François Hollande et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se sont rendus à la grande synagogue de Paris. Les deux dirigeants ont participé à une cérémonie d'hommage à toutes les victimes des attentats de Paris, parmi lesquels figurent 4 juifs tués vendredi par Hamdi Koulibaly, le preneur d'otages d'un supermarché Cachère de la capitale française. Le terrorisme est aujourd'hui un phénomène qui nécessite une mobilisation internationale. Sur le continent africain, à ce jour, près de 2000 personnes ont été tuées par Boko Haram. La communauté française vivant en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, bien entendu, ne sont pas restés en marge de cette action. Ils se sont rassemblés devant l'ambassade de France, ici même à Abidjan, pour témoigner leur soutien aux disparus des attaques terroristes survenues en France ces derniers jours. Le reportage de Sidonie Davila. Comme à Paris, la capitale française, la communauté française vivant en Côte d'Ivoire s'est rassemblée ici dans la capitale économique ivoirienne à Abidjan pour rendre un vibrant hommage aux 17 victimes tuées des attaques meurtrières subies par la France ces derniers jours. Ce rassemblement montre la sympathie et la solidarité que nous exprimons à l'égard des 17 victimes de l'intolérance qui ont donc été victimes de ces attentats odieux à Paris. Mais en même temps, je crois que nous avons une pensée pour toutes les victimes de l'intolérance de par le monde. Vous avez appris ce qui vient de se passer au Nigeria. Une petite fille de 10 ans a perdu la vie dans un attentat de manière encore aussi odieuse. Donc je crois que ce soir, nous exprimons tous ensemble cette volonté de se battre, de se lever contre l'intolérance, de montrer que nous sommes forts quand nous sommes rassemblés. Et c'est le signe même de ce qui se passe actuellement. C'est pour ça que toutes ces personnes sont rassemblées. Unis, rassemblés, chantant la Marseillaise et la Bidjanaise, aux côtés de centaines de personnes sans distinction de race et de religion. De nombreuses personnalités des associations de journalistes présentes également pour défendre les valeurs de la République et de la liberté de la presse. Une rencontre silencieuse, ponctuée de témoignages et d'allocutions, dont celle de la ministre Afoussiata Bamba Lamine venue délivrer le message du gouvernement. Il s'agit des libertés fondamentales qui sont touchées. Le droit de penser, la liberté d'écrire ce que nous voulons, la liberté de s'exprimer. C'est tout cela qui a été atteint. C'est une liberté fondamentale du droit de l'homme. C'est inacceptable. Mais en même temps, c'était un moment pour nous de communier aussi avec le peuple français, peuple ami, peuple frère de la Côte d'Ivoire et au-delà, le gouvernement français, pour lui montrer la solidarité du gouvernement ivoirien.
Ce moment de vive émotion est partagé par l'ensemble du peuple ivoirien, dont le président de la République a dépêché ce dimanche à Paris le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi, pour représenter l'État aux côtés de la France lors de cette marche de soutien et de solidarité. On écoute quelques réactions recueillies par Sidonie Davila. Nous sommes là ici pour dire aussi notre part de solidarité à tout le peuple français, pour manifester le rejet de tout ce qui touche à la violence à travers le monde, au terrorisme, pour, je dirais, manifester notre attachement aux libertés et aux droits de l'homme, et pour dire qu'ici en Côte d'Ivoire aussi, nous sommes mobilisés aux côtés de tous les peuples de cette planète pour dire non au terrorisme. On veut montrer à ceux qui sont mal intentionnés, on va dire, que les citoyens du monde entier sont là pour leur montrer que non, on ne va pas avoir peur, réfléchissez et arrêtez ça. Je pense que ce qui vient de se passer cette semaine à Paris, nous a ébranlé parce qu'il y a quand même des symboles forts qui ont été touchés, et puis parce que ça nous rappelle à tous que où que l'on soit, les risques ne sont pas nuls. Que les extrémistes ont fait n'est pas bien, et je suis pour la liberté d'expression. Ce qui s'est passé, je suis attristé, je suis écœuré. Je suis venu en fait pour soutenir toute la communauté française. À l'instar de nos confrères du monde entier, nous sommes à cette manifestation pour dire à la face du monde et à ceux qui croient avoir tué l'expression de la liberté de la parole qu'ils ont peut-être cassé un stylo, un crayon, sali une feuille de papier, mais ils ne pourront jamais éteindre la liberté de l'expression orale et écrite. Nous sommes des républicains, nous sommes des défenseurs de la liberté. Ce qui s'est passé est particulièrement odieux, donc on est tous orphelins et complètement anéantis par ce qui s'est passé. Et en même temps, on est bouleversé par l'élan de solidarité mondiale et par cette grande fraternité qui est née depuis mercredi. C'est assez surprenant et on est content. Et moi, je suis contente d'être française. Setou Banoro du quotidien Fraternité Matin a été désigné hier Super Ebony lors de la 16e édition de distinction des meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire. La lauréate du Super Ebony 2014 a également décroché le prix spécial Diego Bailly de la meilleure enquête. L'année dernière, le Super Prix n'avait pas été attribué à cause du faible niveau des participants. Herman Niamien nous en dit plus. Banoro à Setou Banoro Fraternité Matin. Eh oui, c'est elle la meilleure journaliste de Côte d'Ivoire pour l'année 2014. Setou Banoro, journaliste au quotidien Fraternité Matin, vient ainsi de confirmer ses 18 ans de métier et d'acharnement au travail. Je suis très heureuse, aussi très émue, donc je ne sais pas si je vais avoir les mots pour dire ce que je ressens, mais je suis très émue. Super Ebony, prix Ebony du meilleur journaliste presse écrite, prix Diego Bailly de la meilleure enquête, Setou Banoro aura tout raflé avec ses productions qui ont su convaincre le jury. À côté d'elle, Adama Bakayoko de RTI Boaké lui obtient le prix Ebony du meilleur journaliste radio et le prix Sifka de l'agriculture, quand Michel Digré de la RTI remporte le prix Ebony du meilleur journaliste télé. Des productions de qualité reconnues par le jury qui se félicite des efforts consentis par les journalistes qui viennent ainsi de laver l'affront de l'édition précédente où le super prix Ebony n'avait pas été attribué. Dans les productions que nous avons reçues, il y avait quelques articles de belle facture, remarquables, tant par leur originalité que par le genre journalistique. C'était un défi de délocaliser le prix Ebony à Yamoussoukro. Le pari a été atteint et nous repartons satisfaits d'ici. La marraine de la cérémonie et le ministre de la Communication se réjouissent de la cohésion qui règne au sein des journalistes de Côte d'Ivoire avant de les inviter à demeurer professionnels. Le journaliste n'est pas une pâte à modeler et à manipuler. C'est cette conviction qui explique que j'associe mon image et parraine cette soirée du mérite. Au moment où d'importantes actions sont réalisées dans les secteurs des infrastructures, de la presse, des transports, bref, dans tous les domaines, je ne peux encore une fois qu'inviter les journalistes à accompagner ces projets par la critique constructive et non dans la négation des efforts consentis par le gouvernement. Outre les différents Ebony, Emmanuel Kouassi de Fraternité Matin obtient le prix Maurice Bandama de la culture
Emeline Peye Amangwa, le prix Nadir Hayes de l'économie, Bi Delord Nesmond de Nord-Sud Quotidien, le prix BIT pour la lutte contre le travail des enfants et les prix Joseph Diomandé du meilleur reportage et Jean-Pierre Haye de la meilleure interview reviennent respectivement à Théodore Kouadio de Fratmat Info et Élisée Yao de Soir Info. Le Super Ebony gagne un véhicule neuf, un terrain viabilisé d'une valeur de 10 millions de francs CFA, 1 million de francs CFA offert par l'UNJCI et également 1 million de francs CFA offert par la mairie de Yamoussoukro. Chaque lauréat du prix Ebony a reçu un chèque d'1 million de francs CFA. Sachez que 5 personnes ont perdu la vie aujourd'hui même dans un accident de la circulation à Abidjan, précisément dans la commune de Port-Boué. La voiture des victimes a dérapé avant de percuter un poteau, selon les informations reçues des sapeurs-pompiers. Et puis l'Afrique a mobilisé plus de 100 000 milliards de francs CFA au cours de l'année 2014, et ce malgré l'épidémie de fièvre Ebola, une performance qui ne laisse pas le monde des affaires indifférent. On en sait plus avec Adama Koni. Le milieu des affaires reste attentif aux performances réalisées par le continent africain. Selon la Banque africaine de développement BAD, les apports financiers extérieurs, dont crédit et investissement, ont passé le cap des 100 000 milliards de francs CFA en 2014, soit 4 fois le montant de 2000. De fait, le continent noir affiche une santé économique des plus solides dans le monde. À l'exception de la Chine, les institutions internationales sont unanimes sur le fait que l'Afrique, avec un taux de croissance annuel de 4,8 à 5,1%, fait mieux que partout ailleurs. À l'origine de cette embellie, plusieurs facteurs. D'abord, la bonne tenue des cours des produits de base sur une bonne partie de l'année. Pour exemple, le cacao a enregistré une montée de plus de 13% en 2014. Ensuite, l'on assiste à une percée d'une classe moyenne. Toute chose qui conduit à une forte demande intérieure, doublée d'une affectation des dépenses publiques vers les infrastructures indispensables au développement du continent. Enfin, les experts constatent une amélioration de la gouvernance et de la gestion économique, traduite par la stabilité des soldes budgétaires. Tous ces facteurs sont autant d'éléments de séduction que les pays africains n'hésitent pas à mettre sur la table face aux investisseurs étrangers. Toutefois, le défi majeur reste le développement, c'est-à-dire la transformation de toutes ces données macroéconomiques en réalité quotidienne pour les populations, ce qui nécessite l'accélération de la révolution structurelle en diversifiant l'économie et en mettant un accent particulier sur l'industrialisation. En clair, l'Afrique doit pouvoir se donner les moyens de parvenir à une croissance inclusive. On parle éducation avec cette remise du guide pratique de l'inspecteur d'orientation concerné par leur tutelle, un document qui décrit les activités de l'inspecteur d'orientation au centre d'information et d'orientation et aussi au sein de l'établissement secondaire. Grace Kando nous éclaire sur le rôle de ce guide. Les inspecteurs d'orientation ont pour mission, entre autres, d'encadrer et de conseiller l'élève en vue d'opérer des choix judicieux de carrière en conformité avec le marché du travail. Cependant, la question de l'uniformisation des pratiques et des méthodes de travail de ce personnel d'encadrement se pose avec acuité. Les inspecteurs d'orientation, c'est une fonction nouvelle dans nos structures. Jusque-là, c'était des attributions qui étaient réalisées par d'autres types de personnel, notamment les éducateurs ou les inspecteurs d'éducation. Et donc, avec leur arrivée, il y a eu quelques difficultés quant à la bonne maîtrise de leurs attributions. Si bien qu'on avait quelquefois quelques frictions, quelques difficultés quant à la bonne gestion, n'est-ce pas, de leurs activités. Pour pallier cette insuffisance, un guide pratique de l'inspecteur d'orientation vient d'être édité. Il présente les outils et instruments d'encadrement. L'orientation scolaire est un chapitre particulièrement important dans la gouvernance de l'école. En donnant à chaque enfant des clés pour une formation adaptée à son profil personnel, elle contribue à l'efficacité interne de notre système en réduisant l'échec scolaire. Le guide va être mis à la disposition des acteurs. Il va y avoir des séances de formation à l'utilisation de ce guide. Il faut qu'on ait une compréhension commune de contenu du guide pour que son utilisation soit aisée.
Ce sont plus de 2000 exemplaires du guide pratique de l'inspecteur d'orientation qui ont été confectionnés. Une action à laquelle les éditions Neyi-Seda ont participé. À cet effet, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, a rendu hommage à son directeur général, Guy Lamblin, pour sa contribution à la redynamisation de l'école ivoirienne. Je vous conduis à Divo, où une épidémie de choléra a fait 5 morts sur les 42 cas déclarés. Les autorités sanitaires et préfectorales mettent tout en œuvre pour stopper l'épidémie. Grace Kando était à Divo. Divo, ville située dans la région d'Îlot-du-Bois, au sud-est de la Côte d'Ivoire. Nous sommes au centre hospitalier régional CHR, salle d'isolement des malades du choléra. Au nombre de 4, ces patients se portent mieux. Depuis 3 chargés d'eau à 25, quand j'ai pris en même temps, j'ai eu la diarrhée. Je me sens bien, ça va maintenant. La diarrhée, bon, ça va. Les médecins, voilà, nous ont bien suivis. Ils sont occupés de nous très bien. On a eu des médicaments gratuits. Nous sommes allés à la fête le samedi, je suis parti. Maintenant, je suis revenu le dimanche. Maintenant, c'est dimanche que ça a commencé. Donc, moi, les gens, c'était diarrhée comme ça. Donc, c'est vendredi, mon père est venu avec moi à l'hôpital ici. Ils ont dit que c'est choléra. Je me sens bien. C'est une épidémie de choléra qui sévit dans le département de Divo depuis plus de 2 semaines. L'épidémie a commencé le 22 décembre. Jusqu'à hier, 9 janvier, nous avons enregistré 42 cas. Il faut savoir que sur ces 42 cas, on a eu 5 décès. Mais du 22 décembre au 27 décembre, c'est là que nous avons enregistré ces 5 décès. Donc depuis le 27 décembre, on n'a plus de décès. Dès le déclenchement de cette épidémie, une politique de prise en charge des patients a été mise sur pied. Dès que nous avons reçu les premiers malades, tous ils ont été pris en charge parce que nous avons reçu en même temps une grande importante dotation en produits pharmaceutiques, ce qui nous a permis rapidement de réhydrater les malades que nous avons reçus. Tout a commencé dans ces 2 villages, Guilé-Yiri et Tableguikou, situés à 12 km de Divo. J'ai reçu un cas de diarrhée vomissement. Même jour encore, j'ai reçu un deuxième. Donc tout de suite, ça a attiré mon attention et j'ai informé le district. Et immédiatement sur le district aussi, en tout cas c'est dépêché, envoyer une équipe sur place pour venir voir effectivement ce qui se passe. Et lorsqu'ils sont venus, vraiment, les cas ont commencé à se multiplier. On ne sait pas d'où la maladie vient. Une année, il y a les moutons du village, des villages qui sont morts, sauf les poulets qui ne sont pas morts. On boit l'eau du château, mais il y a certaines personnes incontrôlées qui boivent l'eau de marigot ou bien de puits. Donc on ne peut pas dire effectivement tout le monde boit l'eau du château. Parce que ça, si tu n'as pas les moyens pour aller payer de l'eau, tu es obligé d'aller prendre l'eau de puits ou bien de marigot. Pour freiner l'avancée de cette épidémie, les autorités préfectorales ont pris des mesures urgentes. Dans l'immédiat, nous avons pris des mesures telles que demander à tous les malades de se rendre au centre de santé et au CHR pour une prise en charge gratuite. La mesure urgente que nous avons prise, c'était de fermer tous les puits qui étaient incriminés. Malheureusement, aujourd'hui, se pose un problème de moyens financiers pour du carburant, pour qu'on puisse aller fermer les 24 trous. Aujourd'hui, notre problème, c'est de faire en sorte de prendre des mesures à court terme. Donc il faut que nous puissions créer dans ces quartiers de bonnes fontaines. À cela s'ajoutent des actions préventives menées sur le terrain, à savoir la sensibilisation des populations aux mesures d'hygiène, la désinfection des ménages et la gratuité de l'approvisionnement en eau potable. Il reste maintenant aux populations d'appliquer toutes ces mesures pour l'éradication complète du choléra. À Boaké, les choses sont différentes, je dirais plutôt gaies. La ville bénéficie d'études pour l'achèvement d'un chemin directeur et de drainage. Des études financées par la Banque mondiale à hauteur de 355 millions de francs CFA. Plus de 355 millions de francs CFA. C'est la somme qui sera investie pour l'achèvement des études du schéma directeur et de drainage de la ville de Boaké. Ces études réalisées par des cabinets tunisiens et ivoiriens sont financées par la Banque mondiale.
Elle vise à mettre à la disposition du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme un document de planification fiable. Cela afin de faire des investissements fondés sur les besoins réels dans les domaines de l'assainissement et du drainage de la ville de Bouaké. À Bouaké, chaque concession fait des trous et ils évacuent les eaux usées là-dedans, mais il faut dire que ce n'est pas hygiénique en fait. Donc nous, dans cette étude que nous menons, c'est de concevoir un réseau d'assainissement qui va collecter toutes ces eaux et les amener vers un point qu'on appelle une station de traitement avant de rejeter dans la nature. Ces actions s'inscrivent dans le cadre du projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire. Précis, les populations placent beaucoup d'espoir en ce programme d'urbanisation qui vient pour améliorer le cadre de vie. Elles s'invitent à une contribution citoyenne. Et si on laisse l'eau du WC, des douches, déverser dans le caniveau, ce n'est pas bon pour eux-mêmes qui ont fait ça, mais ce n'est pas bon aussi pour la population du quartier. Et ma population me ferait bien d'expliquer en long et à large qu'est-ce qui va se passer de nouveau à Bouaké. C'est le centre culturel Jacques Kaka qui a été choisi pour le lancement officiel de l'achèvement du schéma directeur et de drainage de la ville de Bouaké par le PRICI. Un cap sur San Pedro, 1500 ex-combattants exercent désormais des activités génératrices de revenus. La réinsertion socio-professionnelle de 1000 autres ex-combattants est en cours. La délégation régionale de l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion de San Pedro dresse le bilan de cette action. Le reportage de Thérèse Tapeyoboué. Ces ex-combattants réintégrés bénéficient de financements qui leur permettent de se prendre en charge à travers des activités génératrices de revenus. Une visite de terrain a permis de constater qu'ils se constituent en groupement pour exercer. Ainsi, certains se sont mis ensemble pour créer une unité de fabrication de pavés à base de déchets plastiques. D'autres ont choisi l'élevage de poulets. Le préfet de région, Ousmane Koulibaly, est allé constater ce que font ces jeunes. Selon le chef de bureau régional de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion, 800 des 2500 ex-combattants ont franchi le cap de la resocialisation et sont en attente. Zoumana Koulibaly soutient que tous seront intégrés avant juin 2015, date butoir de l'opération. Ida Grace Camara, secrétaire générale 2 de préfecture, a saisi l'occasion pour inviter tous ceux qui détiendraient encore des armes à les déposer et à prendre part au processus de réinsertion. Une opération coup de machette dans la cour de la préfecture par des ex-combattants a mis fin à la cérémonie. Un mot de culture avec ce concert de Tiken-Jah Fakoly à Odiéné. Ce concert était gratuit. Tiken-Jah a saisi l'occasion pour sensibiliser la jeunesse du Denguélé sur la cohésion et le respect des institutions et de l'état de droit. Mamadou Kwasi a assisté au concert. Deux concerts gratuits en l'espace d'une année. Tiken-Jah Fakoly, star du reggae ivoirien, retourne à Odiéné, sur la terre qu'il a vu naître et entamer sa carrière musicale. Cette fois, l'artiste international appelé communément Odiéné, Petit Moussa, est venu parler et communier avec ses frères. Pour l'occasion, ils étaient des milliers de mélomanes à prendre d'assaut le stade Mamadou Koulibaly. Une fierté pour eux de voir jouer leur idole et fils sur sa terre natale. Nous avons à peu près les mêmes idées, la défense de sa communauté, la défense des plus faibles. Un de nos grands frères, fils de la région, qui fait vraiment notre fierté. On est content d'être là ce soir. On a prié pour lui. Dieu merci, il est arrivé où tout le monde souhaitait qu'il arrive. Donc si maintenant qu'il vient pour nous amuser, c'est normal qu'on vient. Depuis Boiflé, Odiéné, Belema ici. Depuis 17 ans, je suis là pour Tiken-Jah. Pendant plus de 2 heures, Tiken-Jah Fakoly a joué plus de 20 titres. De Tata à ouvrir les frontières en passant par les matières. Tout a été repris en cœur par le public. Très heureux de retrouver sa vedette. Tiken-Jah Fakoly a saisi le podium pour interpeller la jeunesse d'Odiéné en langue locale et en français sur son attitude, surtout celle adoptée lors des derniers événements qui sont déroulés dans cette ville, courant novembre 2014. Nous ne devons pas nous élever pour aller nous attaquer aux forces de l'ordre. Ce sont les représentants de l'État. Nous n'avons pas le droit de faire ça. La prochaine fois, si nous ne sommes pas contents,
Ce que nous devons faire, c'est de nous retrouver sur la place publique pour marcher ensemble, pour dire qu'on n'est pas content. Les forces de l'ordre sont là et représentent l'autorité. Il a également invité les cadres à l'union et à la solidarité pour contribuer au développement de la région. C'est dans l'unité qu'on peut gagner tous les combats. Le Guinée a besoin d'unité et je pense que ce sont les cadres qui doivent donner l'exemple. Si les cadres sont ensemble, les citoyens en voyant ça, ils vont se mettre ensemble. Message bien compris par l'ensemble de la population d'Odilé. Nous ne demandons pas à faire du palabre, à faire de quoi que ce soit, mais le message qu'il a lancé est resté bien et bien dans la tête de la jeunesse et dans l'oreille de la jeunesse. Vraiment, union fait la force. Donc on a qu'à se unir, vraiment se mettre d'accord pour développer. C'est désormais une tradition à Otiné. Chaque année, la mégastar Tiken Jah Fakoly organise à chaque période du Maoulid ou commémoration de la naissance du prophète de l'islam, paix et salut sur lui, un concert gratuit pour communier avec ses frères et sœurs du district de Denguélé. L'avenir de la Terre était au cœur du magazine du dimanche. Alvorassa a reçu le professeur Abdourahmane Konaré. Abdourahmane Konaré est le directeur de la recherche scientifique et de l'innovation technologique au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'homme est aussi spécialiste en physique de l'atmosphère et du climat. Suivons un extrait de leur entretien. Il faut donc distinguer deux étapes, le court terme, le moyen et le long terme. Pour le court terme, malheureusement, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Parce que nous allons donc subir de façon inéluctable les actions et les politiques qui ont été donc menées pendant le XXe siècle. En revanche, ce que nous pouvons faire, c'est de nous adapter. Et c'est de renforcer notre résilience. Faire en sorte que nous puissions être capables d'absorber les chocs qui viennent. Donc, pour le moyen et le long terme, en revanche, il serait donc important de s'asseoir et de se poser la question de savoir quel est l'avenir que nous souhaitons pour la Terre. C'est une question essentielle pour laquelle une réponse doit être trouvée. Sachant ce que nous voulons dans 40 ans, dans 100 ans, nous allons donc prendre les dispositions pour que les politiques que nous allons mener à partir de maintenant puissent nous permettre, n'est-ce pas, de faire en sorte que la Terre soit ce que nous voulons dans 40 ou 100 ans. CAN 2015, la Côte d'Ivoire a battu le Nigeria 1-0 aujourd'hui lors de son premier match de préparation à Abu Dhabi. Salomon Kalou a inscrit le seul but de la rencontre sur un service de Tioté qui s'est arraché pour servir l'ancien Lillois en retrait. Les hommes d'Hervé Renard vont rencontrer jeudi la Suède pour leur deuxième et dernier match amical avant la CAN qui débute le 18 janvier en Guinée équatoriale. Anne-Marie Nguesson pour en savoir davantage. Pour son premier match de préparation, la Côte d'Ivoire est venue difficilement à bout d'une jeune équipe du Nigeria. Les éléphants, avec un rythme de jeu moyen et sans danger, n'ont véritablement pas inquiété les champions en titre. Ils n'ont d'ailleurs réussi à trouver le chemin de filet que suite à un bel exploit individuel de Tioté Cheick à la 84e minute. Le sociétaire de Newcastle pénètre dans la surface de réparation adverse et offre la balle de la victoire à Salomon Kalou qui ne rate pas son tir. 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Malgré ce succès, les poulains d'Hervé Renard, qui n'ont pas été brillants et qui ont constaté perplexe la sortie sur blessure du Stéphanois Max Alain Gradel après un tacle appuyé, devront travailler encore plus pour leur deuxième et dernier match amical jeudi 15 janvier contre la Suède. Avant de nous dire au revoir, sachez que la Croatie a une présidente, la conservatrice Kolinda Kitarović a été élue aujourd'hui présidente de la Croatie à l'issue du second tour de l'élection présidentielle selon des résultats officiels. Elle a 46 ans et a obtenu 50,44% des voix contre 49,56% pour le social-démocrate Ivo Josipovic. Si les résultats définitifs confirment la victoire de Grabar Kitarović, elle sera la première femme présidente dans les Balkans élue au suffrage universel. C'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à même heure.